Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Perspective. Comme toujours, je suis avec mon acolyte Elliot Meunier. Salut Elliot. Salut JC, salut tout le monde. Vous voyez, on n'est pas dans le setup actuel, cette fois-ci on est ensemble. C'est la première fois depuis la home, depuis un des premiers épisodes du podcast au final qu'on avait diffusé. Et donc on sort d'une retraite, la Perspective, qu'on a hébergée à Paris à la Villa M. Peut-être qu'on en reviendra dessus dans un autre épisode ou dans notre newsletter. J'en profite, si vous n'êtes pas abonné tout de suite, abonnez-vous à la newsletter, on vous la met en description. Commence avec une petite pub personnelle. Et dans cet épisode, on va vous parler de pas mal de sujets, mais en point de départ, on va revenir sur une vidéo d'Eliott qu'il a faite sur son départ de Kindle et de l'écosystème Amazon. C'est aussi mon cas, si j'ai pas fait de vidéo dessus. En tout cas, j'utilise de moins en moins. Et ça va nous amener beaucoup de sujets, notamment propriété intellectuelle, liberté de circulation et d'accès à la connaissance, nos nouveaux outils et nos nouveaux écosystèmes pour lire et pour traiter nos notes. Et enfin, le rôle de l'IA, un point de vue positif et entre guillemets négatif, dans tout ce système. Donc beaucoup de choses à dire. Et pour commencer, Elliot, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette vidéo? Absolument, ouais, donc c'est une vidéo où je décris pourquoi j'ai quitté Kindle et quel écosystème de lecture j'ai choisi à la place. Et bon, les motivations, il y avait un peu de tout, mais c'était pour moi un système qui a vraiment changé mon rapport à la lecture ces derniers temps. Le fait d'avoir accès à tous les livres aussi rapidement, d'avoir accès au contenu du livre, donc de pouvoir le donner à des IA, etc. Ça m'a vraiment redonné goût à la lecture parce que déjà je pouvais lire n'importe où, quand je voulais, selon mes règles. Je pouvais prendre des pans entiers du texte, les donner à une IA pour travailler avec. Et donc ça a changé mes workflows de lecture. J'ai écrit mon propre livre, donc ça m'a vraiment aidé là-dedans. Et donc voilà, je trouvais que ça avait énormément de valeur de partager ça. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui d'ailleurs, je pense, a bien résonné parce qu'elle a fait pas mal de vues comparée aux autres vidéos, quoi. Ah ouais, carrément, c'est très belle perf. Et on va aller justement sur ces détails et revenir aussi sur effectivement les usages que tu peux en avoir en tant que lecteur et aussi auteur. Mais si on revient un peu plus méta, il y a ce sujet aussi d'Amazon et de Kindle. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur cet événement qui s'est passé, c'était en février ou mars cette année, du coup, Ouais, cette décision de nous empêcher de posséder nos propres livres? c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est important, du coup? Ouais. Déjà depuis le début, en fait, quand tu achètes un livre sur Amazon en format Kindle, tu t'achètes pas le comment dire? Tu es pas propriétaire, du livre. Tu achètes en gros une licence d'exploitation, enfin une licence où tu peux la lire quoi, en gros, comme on dit. Et donc depuis toujours, en fait, Amazon, avait un format propriétaire que tu pouvais pas vraiment lire ou faire sauter la sécurité. Hem, Si tu voulais le lire sur un autre, si tu voulais le convertir en PDF, le convertir dans un autre format, avoir accès au contenu de ton livre, en fait, que Ça, tu es c'était censé avoir acheté. impossible, ça, c'était? Alors, il y a différentes versions du format d'Amazon. Ouais, Mais la dernière, elle était impossible, ouais. ok. Enfin même, c'est très compliqué, quoi. Google Books, tu pouvais encore, Kobo, tu pouvais encore, Adobe DRM, tu pouvais encore, Apple Books aussi, mais vraiment Amazon, c'était la plus sophistiquée de toutes, quoi. C'était très compliqué de la faire, sauter. Après, tu as toujours un truc de version, quoi. Tu sais, ils patchent et puis ensuite il y a vraiment un Ouais, bug et bon. ouais, Mais globalement, ça a toujours été leur intention et donc tu pouvais jamais vraiment posséder ton truc. Au moins, tu pouvais le télécharger et le relire, comment dire, sur ta liseuse, si tu avais, la clé de décryption plus ou moins d'Amazon, quoi. Donc heu, donc là, c'était possible, mais en février, ils ont enlevé la possibilité de télécharger tes livres. Donc tous les livres que tu es censé acheter, donc posséder d'une certaine manière, tu peux même plus les télécharger sur ton ordi et donc encore moins les posséder, quoi. Et donc moi, et tous les livres même que tu avais achetés en amont de cette date, ouais, quoi. bien sûr. Et donc moi, c'était un peu le coup de massue, quoi, où je me suis dit, c'est un écosystème de lecture que j'ai envie, enfin, c'est mon héritage intellectuel, quoi. J'ai envie de pouvoir, tout comme, les grands-parents ont des bibliothèques extraordinaires, quoi, pour les enfants, pour, CD et cetera. Je voulais que tous les livres que je lise, je puisse encore y avoir accès dans des dizaines d'années, quoi. Bien sûr, ouais. Et je me disais qu'avec Amazon, ça allait pas être possible. D'autant que sur Amazon, quand tu prends des notes comme nous, tu exploites la connaissance des livres, hem, tu as des limitations. Tu peux pas surligner plus de 5 ou 10 du livre, tu peux pas extraire. Tu sais, quand tu fais des copier-coller sur Kindle, tu peux pas faire copier-coller, en illimité. Ouais, ouais. Enfin, donc c'est beaucoup de restrictions qui sont censées être, très positifs, hein, parce que c'est protection du droit d'auteur et cetera. Mais qui en réalité, moi, ce que je montrais dans la vidéo, c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Ok, ouais. Et toi, t'avais combien de livres sur Kindle? Je sais pas, j'avais eu 2 comptes Amazon, mais je pense une 200 quoi, Ouais, 200-300. ouais, genre 300, 400 dans le.
ça fait 12 ans, 12, même plus, 14 ans, je crois que j'avais Kindle. Ouais, c'est ça, c'est fou. Et j'ai vu ça et effectivement, j'avais vu une vidéo de Jared Anderson, un youtubeur, américain qui avait fait une vidéo sur le sujet et c'est vrai que ça fait réfléchir, mais déjà même avant le format était déjà propriétaire, donc au final on était Mais c'est ça, déjà dans c'est comme si on avait des livres, on pourrait dire loués à durée indéterminée, quoi. exactement, ouais. On les a un certain temps, mais on sait pas combien de temps et s'ils changent les conditions, on pourrait les perdre et cetera, quoi. Et ils ont Et même supprimé des livres aussi, il y avait l'histoire, c'est un autre sujet, de mais George Orwell et tout, en ouais. 1984 et d'autres livres qui ont été censurés et c'est intéressant parce que, bah, du coup, il y a ce premier constat, donc Ils ont fermé aussi en Chine, par exemple. ils ont fermé Amazon, Kindle Kindle, n'est et plus donc tous disponible, les utilisateurs ont perdu tous leurs tous livres. leurs livres, ouais, c'est Mmh. incroyable et ça, Enfin, c'est le constat par rapport à Amazon et ça nous amène du coup, bah, à un des premiers sujets qui est, bah, qu'on peut prendre les 2 d'ailleurs de front, en fait, les changements que tu as pu faire et aussi, bah, la réflexion sur la propriété intellectuelle. oui, c'est clair. Parce que du coup, bah, quand tu vas expliquer, on va comprendre que voilà, que tu as une façon et que je fais la même chose aussi, hein. On va télécharger le livre, je te laisse expliquer et introduire le sujet, mais Ouais, il y a ouais. une vraie réflexion derrière sur la propriété intellectuelle, et d'autres sous-sujets, quoi. Ouais, c'est marrant parce que, quand tu télécharges les livres, tu dit pareil dans ta newsletter et il y a Antoine, notre ami commun qui m'a envoyé, un emoji rat avec en fait, tu peux te dire, tu télécharges les livres parce que tu veux pas payer, quoi. Bref, Ah voilà, oui, oui, oui. ça fait un peu, tu sais, téléchargement illégal quand tu es ado, mais Bah, on va l'expliquer parce qu'au final, il y a un vrai sujet, enfin, il y a un vrai c'est sujet, un c'est ça, sujet il de y a un vrai réflexion sujet derrière, derrière ouais, ouais. quand tu creuses. Donc ouais, la propriété intellectuelle, bon, donc faut comprendre déjà quand tu achètes un livre, où va l'argent? C'est un peu la base de la réflexion. Donc quand tu vends un livre, bah, on le sait pour être éditeur, en gros un auteur, touche entre 6-8 et 10-12 de son livre, quoi, Ouais. sur la marge nette. Sur le prix hors taxe affiché. Le reste de la composition du prix, tu as, donc bah, ça dépend comment mais souvent tu as à peu près 30 pour le distributeur, que ce soit Amazon pour les plateformes ou bien, librairie, et ensuite tu as le reste, qui va pour l'éditeur, et puis l'auteur donc touche, ses 10. Donc en fait, déjà premièrement, jamais un auteur, tu vois, n'a gagné sa vie avec un livre. En tout cas un auteur, d'une échelle normale, tu vois? Pas une échelle best-seller, où là c'est un peu différent. Et de toute façon, bon, clairement toujours dans la composition. Même pas best-seller, hein, on parle vraiment du top 0,1 des auteurs C'est des éditeurs ça, qui arrivent même à nous, vendre je des pense œuvres. qu'on a des livres, bah, considérés comme best-sellers en France qui on a enfin, on peut pas vivre du tout notre vie sur nos livres, quoi. Bien sûr. Donc alors que si on les vendait, qu'on touchait 100 de la marge, on pourrait déjà beaucoup plus, quoi. Ou on aurait pu limite acheter un petit appart, tu vois? Un truc, mais bon, en tout cas, ouais, et même les grands best-sellers, en fait, la composition du revenu, global d'un auteur, quoi, de son chiffre d'affaires, c'est clairement pas le livre, quoi. C'est Oui, bien sûr. conférences, séminaires, et cetera. Donc, bon, déjà, c'est un truc à comprendre. Donc ensuite, il faut se demander, donc, OK, la propriété intellectuelle, à quoi ça sert et qui l'a créée? Donc quand c'est né la propriété intellectuelle, ça a permis énormément de choses, enfin rémunérer les inventions, stimuler l'innovation, quoi. Mais au départ, c'était pour 20 ans, la propriété intellectuelle, et c'était pour protéger, bah, l'invention, rémunérer l'inventeur dans sa vie. Et puis aujourd'hui, on n'est plus du tout pareil, en fait, parce que c'est des grosses boîtes comme Disney ou autres qui font évoluer les lois par des lobbies pour protéger des monopoles comme, Mickey. Quand Mmh. ça va retomber dans le domaine public, ça va être terrible. Et du coup, aujourd'hui, on est passé à un truc genre 40 ans après la mort de l'auteur, où les c'est pour engraisser la famille, c'est pour engraisser surtout les éditeurs, les intermédiaires, qui ont parié. Donc ça fait déjà re-questionner, en fait, cette notion du droit d'auteur, et qui empêche aussi, enfin, des brevets, et cetera, et du droit d'auteur, qui empêche aussi bah, une évolution de la technologie où tu pourrais te dire: «Bah, je OK, 10-15 ans que je puisse en bénéficier, mais ensuite le mettre dans le domaine public pour que d'autres innovations puissent arriver, sur mes concepts, sur mes produits, quoi». Bon, ça, c'est plutôt pour les brevets. Et du coup, pour les livres, heu, bah, cette propriété intellectuelle, en fait, elle bénéficie à qui aujourd'hui? Aux monopoles artificiels créés par ça, qui sont les éditeurs et les distributeurs, quoi, donc Amazon ou autres, et pas à l'auteur. Et bon, après, on pourrait aller plus loin en disant qu'en fait, l'auteur, il pourrait avoir plus de notoriété, plus de ventes, plus de j'aime, et cetera, s'il diffusait son livre librement. On pourrait penser à l'Almanach. Il y a beaucoup de livres, en fait, qui ont Ouais. diffusé leurs idées parce qu'elles étaient largement partagées, quoi. Moins il y a de barrières à l'accès à l'information, plus forcément tu es Ouais, il y a populaire, pas bah, tu peux ouais, il y a eu l'exemple effectivement, l'almanach de Naval Ravikant de Erik Jorgensen, plus d'1 million de livres vendus aujourd'hui, qui étaient, gratuits, au format digitaux
enfin numérique, enfin toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais il a été lancé d'ailleurs de façon totalement gratuite, avant même d'être vendu sur Kindle. En France, je me souviens, il y avait eu en 2019, Juan Branco qui avait écrit un livre, c'est son livre le plus connu, le nom m'échappe là, mais qui avait pareil, avait mis, le PDF en ligne, il avait fait 300 000 téléchargements en 3 mois, bah, c'est énorme et après il l'a fait en livre avec un éditeur, heu, qui sait qu'il y a des modèles et puis après il y a plein de modèles intéressants. Enfin, on connaît Derek Sivers qui propose d'acheter une fois le livre et après tu peux l'acheter juste pour, 2 ou 3 de plus, acheter une autre Ça copie. et lui, il a fait genre 400 000 € de C'est bénéfices qu'il ça, a ensuite redonné à des assos, enfin, c'est ça et comme tu as bien dit, en fait, il faut bien prendre en compte que et ça c'est presque un sujet à part entière, mais l'auteur doit voir son livre comme une porte d'entrée dans son univers et pas comme une fin en soi et un et la base de son business model, on va dire. Mais du coup, pour autant, on pourrait quand même nous dire, tu vois, quand on parle de ces sujets-là et il y a eu quelques débats sur la vidéo aussi, enfin, en minorité en tout cas pour l'instant, sur, OK, mais malgré tout, tu vois, est-ce qu'il y a pas quand même encore un intérêt à conserver ses propriétés intellectuelles, tu vois? Et pas permettre à n'importe qui d'accéder à tous les livres? Tu vois? Parce que c'est un petit peu le sujet aussi, du coup, c'est le sujet qu'on pourrait nous mettre en ouais, en bien avant sûr. aussi, quoi, ouais. Bah, je pense que il y a des très bons livres là-dessus, des très bons courants de pensée Mmh mh. et justement, ça me fait penser à Aaron Swartz Ouais. que tu m'as fait découvrir, donc qui est le tu veux expliquer un peu qui c'est et ce qu'il a fait? Ouais, alors c'est un personnage complexe. Aaron Swartz, c'était un activiste américain, hem, alors il a fait plein de trucs, hein, il a essayé de créer Wikipédia avant Wikipédia, dans les années, 90. C'est un des contributeurs principaux des flux RSS. Les flux RSS, du coup, si vous savez de nom, mais on se rend pas compte à quel point c'était important et à quel point ça aurait été, comment dire, ils ont enfin, je vais expliquer, je vais pas j'anticipe un peu trop là. Les flux RSS, en gros, c'est ce qu'on on écoute un podcast, ils sont mis donc du coup, ils utilisent les technologies des flux RSS qui permettent de faire remonter, du coup, par ces flux dans des applications, type, Podcast Addict, ou toute autre application de podcast. Bah, les podcasts que vous utilisez, il y a la même chose avec les blogs aussi. Donc à l'époque, les années 90-2000, quand on s'abonnait sur un blog, il y avait toujours une section, s'inscrire au flux RSS. Maintenant, on va plus parler de newsletter qui est un petit peu l'équivalent. Donc c'était sur des protocoles, C'est ça. ouverts. En fait, c'est les protocoles des années, 80-90, donc email et flux RSS. Il y a HTTP, enfin le Et web. HTTP évidemment, le protocole du originel du web. Et donc ouais, il a contribué à cela, parce qu'il avait une vision justement d'un internet, ouvert, libre et d'un accès, total, gratuit et open source à la connaissance. Ça, c'est vraiment sa thèse de base. Heu, il est aussi, pour finir la présentation, cofondateur de, Reddit Ouais, aussi, même si très peu de gens en parlent aujourd'hui, les cofondateurs de Reddit en premier. Donc il a fait ça aussi. Il a aidé, une personne qui s'était présentée aux élections américaines, contre George Bush, enfin qui avait fait le premier tour, passé après aux élections officielles. Et donc voilà, et il avait notamment ensuite, donc eu pas mal de problèmes en essayant notamment justement de télécharger tous les papiers, scientifiques, toutes les informations d'une grosse fac américaine, je sais plus c'était laquelle, je sais pas si je tu sais plus non plus, ouais. de mémoire, mais il me semble que c'était une fac, côté, côte ouest, peut-être Stanford, disons, à vérifier. Il s'est fait choper parce qu'il allait lui-même dans le petit local des serveurs, aller mettre plus ou moins son ordinateur, hein, ou un hard drive, et il s'est fait choper et le gouvernement américain a mis la pression sur lui en lui disant: «Bah, c'est soit tu fais plus de politique ou d'activisme ou on te fout en tôle à perpétuité». Et malheureusement, Aaron Swartz s'est suicidé, c'est une sombre histoire, à 27-28 ans en 2013. Ouais, pendant son procès. Et il avait aussi, je termine là-dessus, parce que c'est un personnage fascinant, je vous mettrai le lien en description d'un documentaire, traduit en français d'ailleurs, qui relate son histoire et un livre aussi, je pourrais mettre en description. Il a œuvré notamment à ce qu'on appelle la neutralité du net, sujet qui revient parfois de temps en temps. Donc c'est l'idée que, on pourrait mettre on pourrait contrôler internet et donner accès à certains espaces d'internet et contrôler d'autres, ou faire surpayer certains espaces d'internet, là où c'est complètement antinomique avec la philosophie originelle de cette technologie. Donc voilà, donc c'est vraiment un pionnier au final de la philosophie de départ de ce qui est internet et du coup l'accès à la connaissance de façon complètement libre et gratuite. C'est Donc il clair. représente complètement, ce que tu abordes dans cette vidéo. Ouais, c'est ça et du coup 2 précisions, moi, qui me semblaient intéressantes dans son œuvre, c'est qu'il a contribué ou même c'est même lui qui a proposé la première version, mais des licences Open, Creative Commons. Oui, c'est ouais, ouais, On voit Creative s Commons, en ouais. fait, aujourd'hui, c'est le standard dans le web, quoi. Tu et ça te permettait
ça permettait en fait aux créatifs, aux créateurs d'eux-mêmes définir, ce qu'ils souhaitaient faire avec leur œuvre. Parce que souvent en fait quand tu es créateur, tu veux pas avoir un truc tout droit réservé. Souvent tu es OK que les gens, le repartagent avec en te créditant ou le repartagent même sans te créditer ou te reprennent des parties, enfin, en fonction du travail. Et donc ça permettait d'encadrer de manière claire, ce que le créateur voulait au fond quoi pour son œuvre, et réfléchir à ces questions-là quoi, en mettant soi-même ses licences. Et donc, bon là, c'était une grosse innovation qu'il a faite et donc ça prouve bien qu'il était pas anti tout, quoi. C'est pas parce qu'il a téléchargé, tous les papiers scientifiques, alors voilà, parce qu'en fait, lui, voilà, ce qu'il remarquait, pour revenir sur ce truc de pourquoi il a été arrêté et pourquoi il a téléchargé ces papiers scientifiques, il a remarqué que ce qui se passait, c'était qu'il y avait donc des universités qui avaient à l'époque le monopole du savoir, quoi. Et donc ils avaient dans leurs archives tous les papiers scientifiques jamais publiés, enfin beaucoup, beaucoup d'archives, quoi. Hem Et puis ils payaient beaucoup de scientifiques qui faisaient les découvertes, donc forcément ils avaient tous ces papiers-là, toutes ces découvertes-là. Or eux, ils les scannaient, donc ces boîtes privées, il y en avait 4-5 quoi qu'ensuite les universités payent pour avoir accès à leurs archives. Et donc et elles centralisaient du coup toute la connaissance en numérisant toutes les études et en les rendant, derrière un paywall, quoi. Sauf que ce paywall était extrêmement, extrêmement, cher, quoi. Et surtout, bah, du coup, lui, en fait, il voyait que ça réduisait largement la libre circulation des idées, les innovations, et qu'il avait une vision du web qui était un espèce de libre partage où enfin, on allait pouvoir enlever la barrière d'accès, artificielle à l'information par des monopoles, d'idées, quoi. Et lui, il disait: «Bah, non, mais il faut qu'on soit dans un monde où les idées circulent, où on puisse, Bien sûr, ouais, ouais, voilà». ouais. Et donc il était contre cette centralisation. Voilà, et donc il a créé ça, bon, voilà. Et dernier truc que je voulais rajouter sur lui, c'était effectivement la partie protocole. Hem, C'est-à-dire que lui, il était donc au début du web, et au début du web, on était dans ce qu'on appelle le web 1, qui est simplement une manière de diffuser de l'information à d'autres personnes. Sauf que les machines, bah, elles savaient pas comment communiquer entre elles au départ, quoi. Et donc il fallait des protocoles universels comme HTTP, ou HTTPS aujourd'hui sécurisés, qui permettent d'avoir une manière pour les serveurs et les endpoints quoi, de communiquer, d'envoyer un certain code d'une certaine manière et de l'afficher d'une certaine manière avec tel interpréteur, tel langage. Et donc c'est ce sur quoi a été construit le web, et ça, c'est contrôlé par personne. Il y a aussi les DNS, donc DNS, ouais. ce système qui est pareil, qui est libre, en fait. Tu peux vraiment posséder quelque chose, et c'est une infrastructure primordiale du réseau sur lequel tout le monde s'est basé ensuite. Et RSS, c'est pareil, c'est un protocole de communication, normé, quoi, qui permet aux blocs de communiquer entre eux. Et Et t'as c'est SMTP, il me semble, pour les emails aussi, les données. SMTP et IMAP ensuite, ouais, Ouais. Et, recevoir, envoyer. et ce qui est intéressant d'ailleurs, et ça je renvoie vers Read Write Own que tu as lu aussi, qui explique l'histoire du web et notamment l'introduction du Web 3 du coup et comment ça s'inscrit dans cette histoire du web, au final avec une guerre entre ce qu'on peut appeler les open network, du coup tous ceux que tu as présentés, et les private network qui ont gagné depuis, parce qu'en réalité depuis ces protocoles qui ont été créés à un moment où il n'y avait pas encore d'entreprises privées qui créaient des protocoles, ils ont pu se proliférer. On a pu avoir la première infrastructure, on va dire, sur laquelle on a construit Internet. C'est ça. Et depuis, c'est que des protocoles privés qui prennent la mainmise. Alors, c'est pour diverses raisons. On fera peut-être un épisode spécial là-dessus. Ouais, c'est ça, après c'est pas des protocoles privés, c'est plus que du coup, on est passé dans une version du web où c'était, read write, Mhm. et où du coup justement les créateurs pouvaient publier aussi sur les plateformes, et donc c'est une situation de monopole où où enfin ils sont propriétaires de l'audience, et donc forcément là où il y a de l'audience, les créateurs viennent, C'est ça. là où et ainsi de suite, et du coup c'est le monopole, aujourd'hui avec ces GAFAM quoi qui ont été créés par Mais ce c'était plus, phénomène. je trouve, c'est plus les effets de réseau, en tout cas. Oui Ça voilà, accélère des effets de réseau, notamment avec le fait de centraliser, de pouvoir c'est avoir une ça, audience, pouvoir publier à une grande échelle et avec les bons et les mauvais côtés, parce qu'au final, on en a aussi vachement bénéficié aussi en tant que créateur. Il y a des limites à ce web. On fera un épisode limite ouais, dédié à ça, c'est que, intéressant que ça. sur ça. C'est un sujet profond et on pourrait aller très très loin là-dessus. Et donc, ok, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir introduit Aaron Schwartz. Et du coup, bah, au final, tu as plus ou moins répondu, mais qu'est-ce que tu répondrais quand même, toi, à quelqu'un qui te dirait non, bah, je le refais, parce que là, au final, on n'a pas introduit vraiment les usages qu'on a. Parce que du coup, on a dit, Mais ok, bien sûr, oui, on est on part parti en de digression. Kindle, peut-être Mais expliquer oui, on peut dire ce qu'on fait qu'est-ce à que la tu place. fais, et après, justement, ça peut être mis Ouais, après ouais, ouais. un peu pas en porte-à-faux, mais en tout cas, on peut commencer à débattre sur le fait, voilà, est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que c'est pas bien, la Ouais, limite, ouais, bien sûr. etc., quoi.
Donc, ouais, donc ce qu'on fait à la place, c'est que, ben, bon, moi, pour les livres où on peut payer l'auteur directement, bah, évidemment, tu t'achètes chez le site de Ouais, l'auteur et si tu d'ailleurs tu vas sur son site, tu achètes le livre. t'achètes le livre. Non, ça, c'est sûr. Les sites où l'éditeur te permet d'acheter en direct à l'éditeur et où tu as du coup Un EPUB un plutôt. EPUB où il y a pas d'Adobe DRM ou quoi, là, pareil, je suis OK de le prendre. En revanche, pour tous les autres cas, moi, j'utilise un service qui s'appelle Anas Archive, qui est une sorte d'interface sur lequel tu peux rechercher n'importe quel livre par auteur, par nom, etc. Et ensuite qui répertorie une liste de torrents, de liens que tu peux utiliser pour télécharger les livres. Et eux, leur but, donc effectivement, c'est de proposer ce service-là aux utilisateurs et c'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est un non-profit, etc. C'est du peer-to-peer aussi, donc comme on Et avait voilà, SB 2000, c'est ouais, ça. Et leur but justement, c'est de créer des millions de copies de tous les livres, de tout le savoir de l'humanité en fait, partout dans le monde, pour plus qu'il puisse y avoir une police de l'information qui un jour, la France dit bon bah on bannit tous ces trucs-là, la population a plus accès à la science, plus accès au libre arbitre, enfin comme en Chine quoi. ouais, ouais. On fait un firewall, bah c'est plus possible parce qu'il y a tellement de copies partout dans le monde dans les serveurs peer-to-peer effectivement avec des systèmes de torrent il y a tellement de redondance qu'on peut plus interdire l'accès à la connaissance aux gens. Et donc on décentralise la connaissance et on la restocke partout. Et donc eux, ils sont activement en train de faire ça. Ils cherchent des hébergeurs qui les soutiennent, des moteurs de paiement, etc. Ils essaient de créer ce truc-là, quoi. Et non centralisé sur des serveurs centraux, quoi. Et voilà. Et donc c'est ça leur seconde mission, quoi. Après ce service qui délivre. Et ils font ça pour les papiers scientifiques où tu peux chercher par DOI et tout, pour les livres, et c'est tout. Non, mais c'est pas pour la C'est déjà énorme. connaissance, c'est déjà voilà, l'essentiel de la connaissance aujourd'hui, sous une forme structurée en tout cas. Donc au final, on fait le parallèle, c'est une forme de parallèle avec le Web3, au final, distribué, décentralisé, pair à pair, pas de centralisateur. C'est hyper intéressant. Donc toi, tu es sur Anarchive, tu disais. Alors moi, c'est dire concurrent, mais complément, Z Library. Bah, Anas Archive transcende et inclut ZLibrary. Ouais, c'est Et juste que moi j'ai mon petit bot Telegram qui me permet d'aller. Je crois qu'il pioche principalement dans Z Library si je dis pas de bêtises. ouais, d'autres, Mais, LibGen, mais tout je me ça, rends ouais. même pas compte. Toi, tu vas directement sur Anna Archive aussi. Ouais, c'est juste que du coup, ouais, il répertorie les torrents de ZLibrary et d'autres torrents en même Ok, ouais. temps. Donc t'es sûr d'avoir tous les livres que tu veux, tous les papiers scientifiques que tu C'est ouais, c'est celle cherches. qui a le plus de sources, disons, Ok, ouais. intégrées. Que j'utilise aussi, ouais, qui est vachement bien, ouais. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est dans la continuité, donc t'as étoffé ton écosystème. Donc ça, c'est pour trouver des papiers, trouver des livres. Absolument. Tu ne lis plus sur Kindle, donc on pourrait se poser la question, bah, comment tu gères tes livres, où est-ce que Où tu les les-tu? lis, comment tu Absolument. gères tes notes avec tout ça. Enfin voilà, parce que avant il y Donc avait ouais, Kindle, on avait Readwise qui était connecté à Kindle. Readwise qui est un outil qui permet de récupérer tous les surlignages de nos livres, de les traiter ensuite. Donc tu vois, comment ça marche? comment t'as mis à jour tout ce système? Effectivement. Donc du coup, il y a une étape intermédiaire maintenant que je fais, c'est que je gère moi-même ma librairie de livres. Donc on pourrait se dire, bah, je télécharge les EPUB, les PDF et ensuite j'ai un dossier sur mon ordi. Ça marche hyper bien. Sauf que quand tu as beaucoup de livres, bah, tu peux pas les chercher facilement et puis des fois tu veux enfin, avoir une bibliothèque de livres pour les envoyer vers différents services, enfin, et puis les convertir en différents formats aussi. Et donc du coup, tu as un logiciel qui s'appelle Calibre, qui est open source, qui est extraordinaire. Il est développé, enfin c'est des fonctions juste géniales dessus, quoi. Euh, et qui te permet du coup d'avoir une sorte de bibliothèque où tu mets juste tous tes EPUB, tous tes PDF, tout ce que tu veux. Et lui, il répertorie bah, le nom d'auteur, machin, enfin, base de recherche. Et tu as aussi des services, par exemple, tu peux convertir tes livres PDF en EPUB ou en TXT pour donner une IA derrière. Tu peux envoyer tes livres automatiquement, soit vers Kindle, soit vers d'autres plateformes. Tu cliques sur un bouton, bam, ça s'envoie vers BookFusion, vers Readwise, vers ton e-reader, enfin, peu importe ce que tu utilises comme service, c'est plus ou moins intégré. Parce que c'est un truc communautaire, donc ils développent toutes les intégrations qu'il faut, quoi. Euh, et puis, c'est une super manière d'avoir voilà, un endroit où sont stockés tes livres, quoi. Donc ça, c'est l'endroit où on va dire, je manage les livres, la bibliothèque de lecture. Et ensuite, après, je lis sur différents supports. Et j'ai rajouté une surcouche que peut-être tu connais pas, qui s'appelle BookFusion. Je t'en avais parlé. Mais je l'ai pas utilisé encore. Ouais. Ok. Donc ça, pour moi, c'est un des meilleurs readers de livres, quoi. Ouais, avant, j'utilisais Readwise Reader, qui est très bien, super bien développé. Bon, rien à dire dessus, pas trop cher, bien pricé. Puis ça combine aussi les articles, les vidéos, les flux RSS, enfin, tout d'un coup. Donc ça marche vraiment bien. Moi, pourquoi j'ai arrêté d'utiliser, c'était un peu lourd sur ma e-reader, quoi. Et donc, je voulais un truc plus léger qui me permette
de pas faire laguer mon reader, en fait, c'était plutôt ça. OK. Du coup, j'utilise BookFusion, mais on pourrait utiliser un autre lecteur, quoi, qui permet d'avoir une appli sur ton iPhone, sur ton iPad, sur ton Mac, sur ton e-reader, et les livres sont synchronisés en fonction du pourcentage de lecture, et cetera. Tu peux surligner, ça se synchronise automatiquement vers Obsidian, tu plus besoin De Reader. de Oui. Reader, de Readwise. OK. Donc voilà, c'est ça la stack complète pour moi. OK et c'est sur Android aussi du coup pour ce C'est sur Android est-ce partout, ouais. que tu et la liseuse que tu utilises? Tu disais Et la liseuse que j'utilise, effectivement, c'est de la marque Boox, c'est des Chinois. C'est un excellent produit, hyper Book c'est léger, B-O-O-X, hein, c'est ça? Boox Go 6. OK. Ouais, Boox Go Bon, on 6. mettrait tous les liens en description, donc Ouais, pas de panique. c'est une bonne marque. Après, il y en a plein d'autres, hein, des e-readers, OK faut pas être dogmatique, quoi, sur ça. et comme tu dis, on sait jamais, en plus il y a toujours des nouvelles qui sortent donc ça peut voilà, faut pas C'est ça. Le truc qui est bien pour le coup, c'est qu'il y a le Play Store, quoi, où tu puisses mettre c'est un Android, quoi, donc c'est tu un peux Android, mettre ouais. un APK dessus et télécharger une application. Ouais. OK. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est parce que même avant qu'on parle de ces sujets-là, moi j'avais fait le switch il y a 4-6 mois, je dirais. Alors il y avait eu ce sujet, moi ça m'avait alerté, c'est notamment cette vidéo de Jared Anderson, je crois que c'était en février du coup ou mars qu'il avait publié et même plus largement en fait moi, c'était plus la latence sur Kindle qui me saoulait, pour pouvoir prendre des notes. Au fait, tu en arrives à juste tu surlignes, mais j'aime bien de temps en temps rajouter quelques éléments de contexte quand même sur la note que je suis en train de prendre, enfin que je viens de surligner et du coup j'avais pris l'habitude de lire sur mon téléphone ou sur mon iPad, sur, Reader de Readwise directement et de taper du coup les notes que j'avais pour recontextualiser et du coup, bah, ça fait 6 mois que j'ai dû lire sur les 6 derniers mois, sur peut-être les 20 livres que j'ai lus, 30 livres, j'ai peut-être plus que 2 livres sur Kindle, tu vois? Ouais. Donc mais j'ai encore mon Kindle, mais ouais, j'utilise quasiment plus, quoi. Hormis pour les quelques livres que je trouve pas, du coup, sur les outils qu'on utilise. Ouais, ça dépend après quand tu lis de la non-fiction, des fois dans le lit, tu as envie d'avoir un truc, Ouais, voilà, ouais, bah, c'est ça, quand sans je lis notif, les romans, ça m'est arrivé de le faire, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, voilà. Mais non-fiction, effectivement, même sur l'ordi, plus ton écran est grand, Ouais, je lis plus tu beaucoup navigues c'est vrai que je dessus. lis beaucoup sur ordi aussi Puis maintenant. dès que tu fais ça, ça fait 1 ou 2 c'est génial, quoi. Ah oui, Enfin, oui, oui, en oui. termes de lecteur productif comme Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais on mais comment tu aborderais quelqu'un qui te dirait c'est voir, qui te dirait, «Attends Elliot, tu es auteur toi-même, même si tu vis pas directement de ton livre, ouais, tu as quand même envie peut-être que les gens ils achètent ton livre. Dans la vidéo, tu montres même comment télécharger ton propre livre, ouais. pour montrer ta démarche. J'ai toujours fait la même chose là-dessus. Ouais, tu dirais quoi aux gens qui diraient: «Mais ce qu'en fait, vous êtes pas en train de tuer les petits auteurs, les gens qui veulent quand même essayer de gagner de l'argent avec leur propriété intellectuelle, avec leur œuvre au sens large», c'est pas forcément que des livres d'ailleurs. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, il y a plusieurs choses et je pense que, tu vois, chaque niveau de la spirale dynamique a une réponse différente, tu vois? Tu as une réponse très économique, purement machin, enfin, faut comprendre que si quelqu'un lit un livre, il va en parler à son pote, machin, tu vas être plus connu, tu vas avoir plus de notoriété, tes prochains livres, tes conférences, tu vas pouvoir signer chez un éditeur si tu as envie de gagner de l'argent, enfin, tu vois? On se dire, par exemple, est-ce que tu préfères que tu aies 3 000 personnes, ce qui est déjà énorme, qui achètent ton livre, ou qu'il y en ait 30 000 qui puissent le lire et en C'est discuter, ça, quoi? avec un effet de Quelle est viralité. quelle est la différence que tu récupères si tu as un écosystème autour, quoi? C'est ça, exactement. Et puis tu laisses les gens te supporter, tu vois? En vrai, je pense que tu mets ton livre en accès libre et tu mets un système de dons au moment où ils téléchargent, tu gagnes plus d'argent que si tu passes par un éditeur, tu vois? Et Ouais. si tu as le monopole Amazon. Après, c'est aussi reprendre, bah, tu vois, la responsabilité de te dire, bah, quelle valeur je peux apporter aux gens, tu vois? Et donc, est-ce que je peux pas faire, tu vois, pour mon livre sur la danse, je fais une offre complète, tu vois, autour. Je mets des pratiques de danse, je mets des tutoriels, des formations, quoi, une petite canal Telegram, enfin tout ça, pour, faire augmenter la valeur perçue pour que les gens se disent: «Bah, tiens, je peux avoir le livre plus ou moins gratuitement, mais je peux aussi payer un peu plus et avoir accès à plus de compléments, quoi, et donc plus de valeur», voilà. Et ensuite, après, bah, ouais, on peut attaquer le truc, donc par différents angles. Tu as cet angle-là, du coup, dans l'efficience de communication. Bon, bah, voilà, bon, à voir, après voilà, faut avoir une perspective business, quoi. Et puis tu as, je pense, un autre angle de réponse, un peu plus dans le vrai collectif, peut-être un niveau plus haut de la spirale dynamique de, bah, après je parle surtout pour la non-fiction en Ouais, réalité, ouais, bien sûr. mais pour la non-fiction, en fait, faut qu'il y ait aucune barrière entre les idées, quoi, dans un monde idéal, tu vois? Parce que enfin, s plus les idées circulent librement, plus il y a d'innovation dans une société, plus tu as une noosphère, cohérente, plus la société se porte mieux, plus, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et toi, en tant qu'auteur, ça t'arrange d'avoir accès de manière plus libre au contenu des autres et inversement, quoi. Donc tu as un truc comme ça.
tu un truc aussi de dire que si ton idée est suffisamment bonne, en fait, on va te créditer quoi qu'il arrive, quoi, tu vois? C'est pas comme si on allait te voler ton idée, après c'est une question de j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur, tu vois, chez les réactions, virulentes en face, surtout chez les auteurs. Heu, mais non, mais on me vole mon contenu, machin, enfin voilà, c'est d'où vient la peur? Bon après c'est un truc de coaching, quoi. Mais je me suis un peu perdu dans ma Non réponse. mais ouais, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu pareil dans les idées de quand je voyais dans les idées de start-up il y a 10 ans. Tu vois, c'est cette croyance que tu dois préempter l'idée, enfin, c'est aussi tout ce narratif qu'on a, enfin, c'est pas un narratif, mais ça parlait des les brevets, enfin, tu vois, dans la science, je peux comprendre qu'il y a des choses qu'on a envie de protéger. Et encore, j'avais cru comprendre dans des conférences que les brevets, même ça, au final, c'était souvent très, rattaché à des géographies. Tu peux jamais même avoir un brevet international, ça n'existe pas un C'est hyper brevet cher, ouais. international. Donc, tu fais une innovation, tu vas breveter, en France ou en Europe au mieux, Mmh mh. mais si la Chine veut copier ton truc, de toute façon, ils le copieront, ils s'en foutent de ton brevet. Donc, Exactement, ouais. Bah, déjà de comme base, Airbus avec leur compagnie, ouais. c'est ça, tu peux pas de toute façon protéger de manière internationale dans les brevets. C'est vrai que dans les livres, il y a ce que il y a ça c'est un peu différent je trouve dans les livres, mais je comprends comme de il y a beaucoup d'auteurs qui ont aussi un peu encore peut-être ce rêve, un peu ce fantasme, cette utopie de se dire: «Je vais pouvoir vivre de mon livre» et ils le voient pas de façon, écosystémique, alors qu'aujourd'hui tu ne peux pas, je pense, enfin on va pas revenir sur ça, mais, c'est d'office en fait, tu dois penser écosystème quand tu es auteur, ne serait-ce que vendre des conférences et que l'argent se fait plus dans les conférences qu'effectivement avec ton livre. Mais, ouais, je pense que c'est un manque effectivement de prise de hauteur des personnes et après même en tant que chercheur, comme tu disais, c'est peut-être un autre sujet, tu vas rajouter quelque chose, peut-être avant, mais le sujet de la la qualité de la pensée qu'on peut avoir, notamment quand on synthétise plus d'informations avec l'intelligence artificielle notamment, avec les nouveaux outils comme C'est clair. Notebook LM, tout ce qu'on peut faire en une après-midi, on peut scanner, 50 livres, 50 papiers de recherche, prendre des parties qui nous intéressent, trouver des exemples, alors que s'il faut acheter chaque papier, ben, c'est-à-dire que chaque article qu'on veut écrire ou chaque livre, il va nous coûter, des milliers d'euros, en fait, littéralement, quoi. Ah, c'est clair. Si on doit acheter à chaque fois autant de références. Ouais, ouais, non, c'est clair et je me suis perdu, je regardais la grue qui marche dehors. Ouais, les petits travaux à côté, de l'appartement. Ah, j'allais dire un truc, hem, On était sur l'écosystème, sur le modèle économique. heu, ah mince, je me suis perdu. Ah non, ça va revenir, ça va revenir. T'inquiète, prends ton temps. On pourra Et voilà, ouais, c'est bon. Oui, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut repenser l'écosystème complet pour les auteurs. C'est-à-dire que, bon, on sait depuis longtemps que le format du livre est pas bon pour la cognition. On sait que, tu sais, l'auteur, quand tu écris un livre, tu pars du présupposé que la transmission, ça se fait d'un point de vue du transmissionnisme en anglais. C'est quand tu crois que tu un cours magistral, quoi. Le prof va parler et l'élève va comprendre et intégrer, quoi. Ça se passe pas du tout comme ça. Tu comprends en posant des questions, en répondant à des problèmes, en mettant des modèles mentaux dans des problèmes. Tu as plein de manières de comprendre différents en fonction du profil d'action de la personne, de son profil MBTI, des fonctions jungiennes. Enfin, on est bien plus avancé que le format du livre, tu vois, en termes de sciences, cognitives, quoi. ouais. Le livre, c'est bien pour faire une sorte de dictionnaire, quoi, une répertoire de connaissances, pour poser des concepts, mais rien d'autre, quoi. Et donc, je pense que il faut considérer le livre comme un sorte de répertoire de connaissances que tu proposes en accès libre ou que tu vends toi-même, tu vois? Tu vends un PDF que les gens possèdent derrière et tu le vends sur ton site et tu reprends l'ownership du marketing, quoi. Et peut-être qu'il faut créer des nouveaux réseaux de distribution dans les bibliothèques décentralisées, tu vois? Un truc, qui passe pas par les éditeurs, qui passe pas par les mais qui passe par des intermédiaires, tu vois? Que les auteurs, tu vois, tu envoies un stock à un intermédiaire qui dispatche aux librairies qui veulent ou non, le prendre. Un truc qui est voté par la communauté, je sais pas, enfin, il y a des nouveaux systèmes à faire pour reprendre cet écosystème du livre. Mais tout ça pour dire qu'il faut permettre aux auteurs, je pense, de développer un nouveau format, que le livre serve comme, ouvrage de référence, en gros, et qu'ensuite, derrière, les gens captent leur valeur ajoutée parce qu'ils créent des bonnes expériences d'apprentissage et de transformation. Donc, moi, tu vois, mon livre, je l'écris pour avoir le «manuel scolaire» entre guillemets et ensuite, toutes les expériences de transmission où je vais vraiment capter de la valeur ajoutée, c'est parce que je sais que j'ai une transformation chez les gens. Donc, ouais, donc tu vends plus l'information, mais tu vends l'expérience de formation, quoi. Ouais, bah, ça me fait penser même à notre académie Perspective au final, Oui. de base on vendait, de la formation asynchrone.
quand on a commencé il y a 1 an, tu m'as dit: «Je veux faire des programmes de transformation, plus d'information». Et on pourrait même se poser la question, voilà, au final, le contenu aujourd'hui, il pourrait librement être transmis. D'ailleurs, la majorité est plus ou moins transmise gratuitement, dans nos contenus sur nos différents canaux, sur nos newsletters et cetera. Au final, la valeur dans ce qu'on propose, mais pas que nous, hein, là, je prends notre exemple parce que c'est ce qui m'est le plus proche, mais au final, c'est dans tout l'accompagnement qu'on propose, dans les différents modules, pas les modalités d'accompagnement qu'on peut avoir, les retraites qu'on vient de faire et au final, la connaissance en elle-même, on pourrait la donner presque gratuitement, ça changerait pas grand-chose en réalité, quoi. Complètement. Donc, Et même tu c'est comme ça que tu gagnes confiance, crédibilité, enfin mmh. c'est ouais. Mais ça rejoint ce que tu as dit, effectivement, c'est intéressant, je disais effectivement le livre, un répertoire de connaissances, même si je pense qu'il y a quand même Que un tu donnes à enjeu, c'est l'IA. pas que tu peux donner à lire. Après, on pourrait dire: «Oui, tu as des livres de non-fiction avec aussi forme de storytelling, des bons exemples, des histoires qui vont faire que les gens vont aussi comme une conférence TED, qui vont aussi, des choses qui vont stick, on va dire, qui vont rester en toi, indépendamment du concept». Mais justement, toi, peut-être sur cette partie-là, heu, comment tu utilises aujourd'hui, je peux prendre peut-être l'exemple de ton livre un peu pour, illustrer ça. Pour, manipuler l'information, voilà, tu vas utiliser un archive. Tu fais quoi? Tu vas télécharger, je sais pas, tu vas dire: «J'ai c'est 50 papiers de recherche», je télécharge tout, je les mets dans Claude, dans NotebookLM. Enfin, comment tu gères ça aujourd'hui pour que l'usage de l'IA, si tant est que ce soit enfin, si est-ce que l'usage de l'IA est supérieur à tes usages précédents? Et si oui, en fait, qu'est-ce que tu fais qui est différent et quelle est la différence d'output que tu as grâce à ce système, tu vois? Ouais, hem, Par rapport à il y a 3-4 ans avant pré-ChatGPT, on va dire, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est à peu près le même travail, c'est juste qu'il est fait beaucoup plus rapidement avec plus de précision Et plus de données aussi, et potentiellement de plus de sources. données, quoi. Ouais, C'est ouais. ça. C'est-à-dire qu'avant, bah, dans tous les cas, en fait, enfin, quand tu es auteur et que tu utilises un système de prise de notes, que tu pas juste là en train de faire tes recherches et de tout recopier, quoi, tu enfin, généralement, ce qui se passe, c'est que au moment d'écrire ton livre, tu dois retourner dans tous tes livres d'origine, tous tes livres sources pour, retrouver les passages, les citations, machin. Tu as 25 livres sur ton bureau, tu prends les machins, tu recopies, tu surlignes. Enfin, tu as un workbench, physique, quoi. Sauf que là, du coup, bah, tu crées ton plan de travail, espace de travail, workbench sur une base de données vectorielle. Donc moi, j'utilisais Pinecone, mais tu peux aussi même Claude maintenant, tu peux mettre, je sais pas, une quinzaine de livres, je pense, dans un projet, donc c'est déjà pas mal. Ils ont une base de données vectorielle interne, quoi. Donc tu mets dans ton projet Claude, les 15 livres que tu veux référencer dans ton chapitre et du coup, tu donnes un plan ultra détaillé à l'IA avec toutes tes idées et puis tu lui dis: «Je veux que tu me retrouves, les paragraphes d'explication d'origine dans le livre source». En tout cas, moi, j'ai appris ce concept-là et je veux que tu utilises ces passages-là pour ensuite réexpliquer le concept et évidemment, tu crédites dans ton livre. Tu dis, bah, comme l'explique telle personne dans son livre, hem, Ouais, ouais, c'est bon, ça marche. Comme, il y a plus de place peut-être, mais t'inquiète, ça enregistre toujours. OK, OK. Pardon. Comme, je veux dire, ouais, comme l'explique, telle personne dans son livre, heu, voilà tel concept, quoi. Du coup, tu crédites les personnes, c'est comme ça que ça devrait marcher. Tu t'autorises à reprendre leurs concepts et à les expliquer, parce que tu en as besoin pour expliquer tes propres concepts et c'est l'IA qui le fait, de manière hyper astucieuse, quoi. Donc toi, tu as juste à comprendre le concept et à dire à l'IA: «Bah, je veux que tu l'expliques» et donc ça t'économise énormément de travail, là où est pas ta valeur ajoutée, en fait, en tant qu'écrivain. Donc pour moi, c'est ça comme ça que je l'ai vraiment Ouais, utilisé, ouais, quoi. Et ouais. toi, je pense que tu vas plus loin aussi parce que même dans ton apprentissage, tu utilises l'IA pour dialoguer avec les livres, pour mieux les comprendre et cetera. Chose que moi, peut-être, je fais un peu moins parce que je sais pas, je l'ai pas trop. Ça dépend des livres, mais effectivement, là, je lisais récemment, The Treasury of Michael Saylor là sur, bah, justement toutes les idées de Michael Saylor de stratégie autour de Bitcoin et les trésoreries et compagnie. Enfin bref, ça serait peut-être un épisode à part encore qu'on pourrait refaire sur Bitcoin dans les prochaines semaines et prochains mois. Et ce que je faisais en fait, c'était rien de complexe, hein, c'était juste, copier les passages. Je l'avais prompté le contexte déjà, je reprends le début, j'avais dit: «Genre à lire ce livre pour telle raison, voici qui est Michael Saylor» ou «Va voir qui est Michael Saylor de ton côté». Je parlais à ChatGPT en l'occurrence là. Et je lui dis: «Voilà, je veux que tu m'aides sur tous les passages que moi je jugeais difficiles, pour moi, qu'on décompose, chaque phrase, chaque concept, qu'on les croise, en partant de mon contexte à moi, de ce qu'il avait au début». Et du coup, bah, tout le livre, dès qu'il y avait un moment où j'avais une difficulté à comprendre, à rendre concret quelque chose qui était des concepts qui étaient un peu abstraits, je copiais puis il me décomposait le truc et c'était génial, quoi. J'ai un niveau de compréhension sur ma première lecture déjà qui est supérieur à si j'avais pas fait ce système-là. Donc c'est juste, moi, c'est un de mes usages d'IA, quoi. C'est vraiment dialoguer Dialoguer, pour ouais. comprendre les choses, poser les questions un peu,
t'aurais peur de poser dans une salle de classe, entre guillemets, passer un peu pour un débile, tu vois? Genre, parce que tu vas dire: «Ah, les gens, ils vont dire: "Qu'est-ce que tu pas compris ça? Comment t'as pas compris ça?"» Mais en fait, faut repartir de la base à chaque fois sur des nouveaux sujets ou des sujets complexes, C'est clair. ouais, c'est un Et usage le qu'on fait de le faire sur la source en elle-même et pas de demander à l'IA, qu'elle te trouve une réponse dans sa mémoire, qu'elle ouais, non, hallucine, sur la machin. base du bouquin, ouais, C'est ça. effectivement, Et ouais. mais ça, c'est un truc que tu pourrais pas faire si des gens avaient pas extrait les livres et les avaient pas rendus disponibles, quoi. Ouais. Enfin, tu s'il y avait pas Anas Archive The Library, c'est-à-dire que tous les livres sont derrière des méga DRM qui sont possédés par des monopoles. Et ces monopoles, c'est les faiseurs de la vérité après, tu vois. Si l'accès à la connaissance est plus libre, la société meurt, tu vois. Enfin, en réalité, c'est aussi un sujet plus grand, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est Mais justement, je reboucle. non, mais j'avais en ce moment, j'avais une note, je te parlais de Bernard Stiegler, philosophe français décédé Ouais. en 2020, qui a énormément travaillé notamment sur les sujets de la mémoire, de la technique, enfin c'est la technique grecque et de la technologie, hein, d'une certaine manière aussi, enfin pas que d'une certaine manière, énormément. Et tu vois, c'est marrant parce que dans la préparation, j'ai une phrase qui est ressortie, qui est que la connaissance doit circuler pour vivre. Ça, c'est un de mes bullet points. Et en dessous, Stiegler, impact négatif si ça ne le fait pas, perte de mémoire collective quand les supports nous échappent. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. En fait, une forme de censure ou de choix de qu'est-ce que la vérité ou quelle connaissance est accessible à un peuple donné. Et ça nous ramène à 1984 de George Orwell aussi, de réécriture de l'histoire ou de sélection de l'histoire par un intermédiaire voilà, monopolistique centralisé. Bah, c'est un sujet fondamental et c'était un de ses sujets de recherche. Bernard Stiegler notamment, pouvait notamment vous renseigner, il y a plein d'éléments sur lui, sur notamment Art Industrialiste, qui est sa fondation, son association, et sa fille a repris le flambeau aussi, Barbara Stiegler, qui est très connue, qui a fait plusieurs passages sur Thinkerview pour ceux qui veulent creuser. Mmh mh. Je sais pas, je développe pas plus la parenthèse, mais ça donne des Mais non, mais c'est ressources ouais, ouais, à lire, ouais. enfin, après, on peut la développer un petit peu, mais c'est les 2 points communs de toute, autocratie, quoi. Enfin, Faire le en contrôle de Chine, l'information, ouais, en Corée du Nord, en Russie, c'est le contrôle de l'information et l'armée, quoi, et la peur, du coup. Mais c'est ce qu'ils font aux États-Unis, c'est-à-dire tu vois, en arrêtant de financer des universités s'ils parlent de certains sujets ou pas d'autres, en bannissant des réseaux sociaux d'autres pays, genre TikTok ou autre. Enfin, exactement, ouais. Et on en c'est revient à Ron Schwartz qu'on citait au début de l'épisode, au final, qui était un représentant de cette neutralité du web, au final, et ouais, de garder un web libre. c'est ça. Et que c'est Et et hem et mmh et les GAFAM sont aussi là-dedans, tu vois? Enfin, aujourd'hui, ils ont encore plus de pouvoir qu'un État, à ce niveau-là, quoi. complètement. C'est un Donc c'est ça le c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut la décentralisation, la souveraineté, c'est le truc principal à laquelle faut l'appliquer, c'est ça, quoi, c'est la connaissance. ouais, complètement. C'est Et l'accès à internet aussi. C'est là, on est fucked up si les enfin, tout est centralisé dans les fournisseurs d'accès à internet, ouais, ouais, tu vois? complètement. Bah, tu vois, ouais, Les là, il y infrastructures, a eu quoi. énormément de cas, effectivement, ça rajoute des branches dans l'épisode potentiellement, mais récemment, dans les dernières années, même plus largement les 10 dernières années, avec effectivement, dès qu'un gouvernement décide de friser internet, on voit, tout de suite l'impact que ça peut avoir, et le côté permissif qu'ils peuvent avoir parfois, et enfin liberticide qu'ils peuvent avoir parfois sur la population à travers, voilà, le blocage des connaissances, le blocage des réseaux de communication aussi, parce qu'au fait, on communique tous grâce au web aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est là que le web 3 va avoir un rôle à jouer, pour éviter cette surcentralisation du monde, Mmh mh. Par exemple, Anas Archive, c'est bloqué en France et en Belgique. c'est bloqué en France, Ouais, c'est pas faut, tu sais, un VPN, tout ça. Nous, on est OK. en Budapest, Italie, donc ça va. Ouais, je Non, vois. Italie aussi, c'est bloqué. OK. Ah moi j'habite Faut pas en passer par un France. VPN et tout. OK. Dans tous les cas, il faut passer par un VPN, mais Oui, c'est un autre oui, c'est un autre sujet. c'est un autre sujet encore, ouais, ouais. Écoute, est-ce qu'il y a un autre point que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des des sujets, c'était assez dense, on a vu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de ressources. C'est bien, ouais, et c'est bien, logiquement, vous avez des trucs, à creuser, que vous soyez lecteur, avec des nouveaux frameworks, auteur, avec de nouvelles manières de penser, réfléchir. On pourra creuser aussi, vous pouvez nous dire en commentaire sur YouTube ou sur les réseaux, hein, pour ceux qui écoutent en audio. Il y a plein de sujets qu'on pourrait développer dans nos épisodes, là, le côté auteur déjà, le futur du livre. On n'a pas fait d'épisode encore, je crois, sur le futur du livre. Non, On a le sujet, qu'est-ce qu'on a émis, bah, les Bitcoin Treasury Company, pour ceux que ça intéresse, qu'on continue à développer, Bitcoin. Et on a encore des choses sur la souveraineté aussi, qui est un de mes sujets du moment, mais toi, tu as aussi le sujet de la souveraineté technologique.
et de la connaissance, On du a coup. dit qu'on ferait un épisode là-dessus, ouais, c'est vrai. On fera un épisode, ça sera sur mon autre podcast aussi, on fera un épisode. Décidément, il y a plein de podcasts à faire. Et donc, ouais, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes. Et je crois qu'on a fait le tour, hein, pour celui-ci. Oui, je C'est pense tout qu'on bon est pour bon. toi. Merci, Elliot. Merci JC. On se retrouve pour le prochain épisode. On ne sait pas où on sera dans le monde. Toi, tu seras certainement à Hong Kong ou en tout cas sur le continent asiatique et moi peut-être en Espagne la prochaine fois. Et vous nous reverrez peut-être ensemble dans 3-4 mois 3-4 mois pour la comme ça, prochaine retraite, perspective de l'académie et peut-être petit moment promo, si vous vas-y. voulez, donc je sais pas si vous le savez, mais on a un programme d'1 an où on aide des, heu, disons, salariés cadres en reconversion, indépendants, Et des consultants entrepreneurs indépendants aussi. et consultants indépendants à créer leur propre perspective, donc leur angle unique sur leur sujet. On pourrait citer par exemple la CNV de Marshall Rosenberg, Marie Kondo, l'art du rangement, Simon Sinek, Start With Why, ce genre d'idées, de grandes idées qui font qu'on se place non plus en concurrence, mais comme faiseur d'idées et d'opinions sur son marché, parce qu'on a réussi à mettre notre unicité dans notre thématique pour créer notre angle unique. Et ensuite, une fois que du coup, on vous accompagne du coup à créer cet angle unique, cette unicité, ensuite, on travaille à créer un business autour de ça, à créer du contenu et avoir de la visibilité. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre ça, que vous voulez découvrir ce qu'on a à vous proposer en tout cas, on vous met une vidéo dans la description que vous pourrez regarder pour découvrir un peu plus ce programme et les concepts qu'on voulait vous apporter. Et puis prendre un appel avec nous ou notre équipe pour qu'on discute de votre intégration, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Complètement. Et oui, ça fait déjà, mine de rien, ça fait 1 an qu'on fait cela et on a dû accompagner, 160 personnes. On se rapproche là Oui, en 1 an déjà, ça commence à compter. Et ouais, ce serait un plaisir en tout cas de continuer ce programme et d'accueillir plus de monde encore, l'an prochain. absolument. Merci Elliot en tout cas pour, l'épisode. Oui, merci Puis on se Jean-Charles, revoit je ne sais où, très rapidement, à distance cette fois-ci la prochaine fois. carrément. Salut. Salut, salut.